Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être toujours là avec nous pour cette rencontre des démocrates. Dernier temps d'échange, nous avons 1 heure devant nous pour un échange à bâton rompu entre vous et un panel de responsables politiques que je remercie 1000 fois d'avoir accepté notre invitation. Je vais animer ce temps d'échange. Je m'appelle Jean Massier, je suis streamer sur Twitch, vulgarisateur politique depuis 10 ans maintenant et un petit peu habitué à ce type d'exercice. C'est vous qui allez avoir la parole. N'hésitez pas. Je sais que certains d'entre vous ont déjà préparé des questions et ça c'est formidable. Nous avons le plaisir d'avoir autour de ce panel avec nous Hélène Geoffroy. Bonjour. Vous êtes maire de Vaux-en-Velin, présidente du Conseil national du Parti socialiste. Encore ? Oui, de fait. Absolument. Jusqu'à début juillet. Mais je me posais la question, en fait, c'est pour ça. Merci, Madame Geoffroy. Nous sommes avec Monsieur Jean-Louis Bourlange. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien député et président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur Bourlange. Avec nous également Mélanie Vogel. Bonjour. Oui. Ancien député européen, je tiens beaucoup. Ancien député européen, vous y tenez beaucoup et vous avez bien raison, j'aurais dû le noter sur ma fiche, absolument. Mélanie Vogel, sénatrice écologiste, représentante des Françaises et des Français de l'étranger. Merci d'être avec nous, Mélanie Vogel. Othmane Nasrou, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France et secrétaire général des Républicains. Merci d'être avec nous, Othmane Nasrou. Michel Ménard, enfin, président du département de Loire-Atlantique. Merci, Michel Ménard, d'être avec nous. Comme je vous le disais, ce sont des jeunes qui vont avoir directement la parole et qui vont s'adresser à vous. Je vous invite donc à ouvrir vos oreilles puisque nous allons commencer par la diffusion de quelques vidéos de questions, d'interventions qui sont directement dirigées vers vous et vous aurez l'opportunité d'y répondre tout de suite après. C'est parti pour les vidéos. Les compter comme une voix aussi importante que les autres parce que je pense que c'est quand même un gros biais qu'il y a de se dire que quelqu'un de jeune a passé d'expérience dans la vie pour avoir un avis assez fort. C'est la passion de faire les choses, de pouvoir être tout le temps animé par ce qu'on fait et aussi du milieu social. Dans le milieu social, être pareil, apporter quelque chose, notamment je suis dans 2 associations et chacune d'elles, soit j'inculte des valeurs ou je propose des idées, c'est bon derrière de savoir que ce que tu as appris de bien à l'enfant, il va faire un maximum derrière pour le respecter et pour être à son tour, être meilleur chaque jour. Et ça, c'est trop bien. D'arrêter de placer les jeunes comme un cadre de la population spécifique pour lequel il faut des normes spécifiques, même si c'est le cas dans les faits, et plutôt d'homogénéiser la population, d'homogénéiser les tranches d'âge, d'arrêter de ghettoiser différentes populations basées sur des critères raciaux, ethniques, religieux ou politiques. D'aller à la rencontre des jeunes, parce que des fois on pense savoir ce dont ils ont besoin, mais si on leur laisse pas la parole, on ne saura pas réellement. Donc vraiment aller à leur rencontre sans a priori, sans jugement, juste être là, les écouter et essayer de les comprendre. Les compter comme une voix aussi importante que les autres, parce que je pense que c'est quand même un gros biais qu'il y a de se dire que quelqu'un de jeune a passé d'expérience dans la vie pour avoir un avis assez fort, et c'est faux. Et on est aussi les gens qui vivront dans le monde de demain. Donc, écoutez-nous.
Bonjour, je suis Sam Dar, je suis actuellement dans l'encadrement supérieur de la fonction publique dans un ministère. C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Dans mon cas, ce qui m'a permis clairement d'avoir cette résilience et cette capacité à retenter, c'est l'accompagnement en fait d'une fondation. J'étais boursier au mérite au sein de la fondation Bouygues et c'était à la fois donc un soutien financier et un soutien par un parrainage. Donc le soutien financier m'a permis d'étudier dans de bonnes conditions et le soutien moral, le parrainage m'a permis d'avoir des parrains qui m'ont dit bien écoute, une difficulté, si t'as pas envie d'aller faire des maths appliquées, tu peux retenter le concours et puis la fondation est là pour t'aider. Un peu plus tôt, lorsque je suis parti de la MPSI à une prépa lettres, c'était aussi ces mêmes parrains qui m'ont dit bon, t'as pas choisi pour ton projet professionnel. C'était très important pour moi d'accepter que justement on puisse faire des choix qui sont pas des choix optimaux, mais qu'on puisse ensuite rebondir. La question que j'avais aujourd'hui, c'est une question donc aux élus et c'est une question qui vise à savoir. Je pense sincèrement que la décentralisation est une bonne chose et je pense qu'en termes de réussite scolaire, cette question n'est pas assez encore investiguée. Et selon vous, je voulais vous poser cette question, comment est-ce que les élus locaux peuvent prendre en charge la réussite scolaire et l'accompagnement des élèves dans un parcours d'excellence et autrement que selon le seul angle financier ? Voilà donc une série de 2 petites vidéos avec des jeunes qui vous ont interpellé directement. Qui veut répondre sur ces jeunes de Loire-Atlantique qui vous interpellent en vous disant écoutez-nous, écoutez les jeunes, laissez les jeunes être jeunes, écoutez-les tels qu'ils sont. Monsieur le président du département de Loire-Atlantique peut-être. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, déjà je salue une délégation de jeunes de Loire-Atlantique qui sont en service civique au département et donc qui passent la journée ici. Certains et certaines sont intervenus ce matin. Je pense que l'action des collectivités locales dans le domaine de la jeunesse est important. Nous avons adopté un schéma des jeunesses, donc quelle réponse au pluriel apporter aux jeunes avec leurs différences. C'est pour ça que nous parlons d'un schéma des jeunesses parce qu'il y a des réponses différentes en fonction des besoins, des préoccupations, des engagements des jeunes. Dire aussi que, contrairement à ce qu'on entend souvent, mais je l'entendais il y a une quarantaine d'années aussi, les jeunes ne savent plus s'engager, ils sont individualistes. Non, c'est pas vrai. Les jeunes s'engagent sur des causes qui leur parlent et avec des modalités qui peuvent être différentes de ce qu'on pratique quand on est plus âgé, avec un engagement parfois dans la durée. Mais les jeunes s'engagent beaucoup et nous le voyons sur un certain nombre de sujets, notamment sur les questions environnementales, écologiques. Parce que si je fais le lien avec le débat précédent, on a beaucoup parlé entreprise, mais on n'a pas parlé écologie, on n'a pas parlé transition écologique, mais surtout on n'a pas parlé des règlements climatiques, qui est un enjeu sans doute plus important que la question industrielle. Parce que si on ne s'intéresse pas à ces questions, les entreprises elles-mêmes n'y survivront pas. Et donc, sur ces questions-là, les jeunes s'engagent beaucoup sur les questions environnementales, écologiques. Et puis après, il faut mettre en place un certain nombre de dispositifs. Par exemple, pour le schéma des jeunesses, 150 jeunes de Loire-Atlantique ont participé à l'élaboration de ce schéma parce qu'il a été fait pour eux, mais avec eux. De la même manière, sur un certain nombre de sujets qui préoccupent les habitants du département, les jeunes ou moins jeunes, il y a des consultations citoyennes pour voir si un projet qui est envisagé doit être réalisé. Et là, j'ai un exemple qui ne concerne pas spécifiquement la jeunesse, mais que je peux prendre en 30 secondes. Ouais. Nous avions un projet de création de créneaux de dépassement sur une route. Avant d'engager toutes les procédures obligatoires, nous avons fait une consultation citoyenne. Et à notre surprise, majoritairement, les citoyens du territoire ont dit non à ce projet. Et 2 communes sur 4 ont dit non. Eh bien, nous avons abandonné ce projet parce qu'il ne répondait pas aux besoins de la population, alors que quand ça avait été envisagé il y a 10-15 ans, sans doute les réponses auraient été différentes. Ça veut dire que les attentes ne sont plus les mêmes maintenant qu'il y a 10, 15 ou 20 ans.
Hélène Geoffroy, on a entendu le témoignage de Sundar, qui lui était un jeune défavorisé et qui a eu besoin du soutien d'une fondation pour réussir ses études. Comment est-ce qu'on fait pour permettre aux jeunes, et d'ailleurs c'était sa question, comment les collectivités locales peuvent-elles aider les jeunes ? Pour rebondir sur ce que disait Michel Ménard, nous avons plusieurs jeunesses, et c'est vrai dans les interrogations que nous avons entendues à notre destination. La première, et je finirai en répondant à votre question, était de dire comment les élus peuvent s'adresser aux jeunes. Et en réalité, les façons de s'adresser aux jeunes ne peuvent pas être les mêmes selon qu'ils sont scolarisés, en recherche de travail, dans les études, selon qu'ils aient des difficultés financières ou pas, selon qu'ils soient en rupture familiale, sans hébergement. Moi, je suis maire d'une ville dont la moitié de la population a moins de 30 ans. Autant dire que les questions liées à la jeunesse sont primordiales. Et effectivement, la question de leur faire confiance. Et donc, sur ces sujets-là, le premier élément, me semble-t-il, en tant que collectivité locale, en amont, c'est comment on réussit à faire confiance, suffisamment confiance à des jeunes pour leur confier des projets, des actions. Parce que la réalité, c'est que nous sommes, les adultes, plutôt méfiants par rapport aux initiatives, aux engagements qu'ils peuvent avoir, et l'acte de confiance. Et c'est vrai que dans notre ville comme dans d'autres, le fait de confier, de permettre l'émergence d'associations de jeunes, de leur confier des lieux, ne sont pas des choses si naturelles que cela. De leur confier des projets complets à mener, c'est la façon aussi de poursuivre un engagement citoyen. Et moi, j'ai été frappée, et je voudrais, comme ça fera lien avec la suite, comment les collectivités accompagnent les projets. Notre ville a connu une tragédie il y a un peu plus de 2 ans, parce qu'il y a eu un incendie qui a fait, il y a eu 10 morts, dont des enfants. Et les premiers qui se sont mobilisés pour accompagner les familles ont été les associations de jeunesse de la ville. Ce qui a permis de traverser une période plus apaisé, je pense, que s'il n'avait pas été là. Mais ce qui a été le plus frappant, et c'est pour ça que je voulais rebondir à ce que disait Michel Ménard, c'est qu'ils l'ont fait dans la durée. Ça n'a pas été un engagement d'un soir ou de 2 jours, mais de plusieurs mois auprès des familles. Et je crois que c'était cet acte de confiance. Et donc, pour les collectivités locales, je crois que c'est là qu'est notre action. C'est donner confiance. Et donc, quand on donne confiance, ça permet aussi de donner confiance pour la question des études et d'aller le plus loin possible. Les dispositifs existent, ils sont nombreux. Le seul sujet que nous avons, on a tous développé des formes de bourses pour compléter les bourses de celles dont c'est la compétence, les régions, les bourses de l'État. Nous travaillons les questions d'hébergement, de tutorat, de parrainage avec les entreprises. Le seul point, je crois, le plus délicat, qui est celui de toute la société, c'est comment, à un moment, le jeune fait la bonne rencontre pour qu'il sache que quelque chose est possible, parce qu'on est dans une autocensure collective, et qu'enfin, et que aussi avec une méconnaissance des orientations possibles. Alors partout, les collectivités locales s'engagent sur ces sujets de l'orientation, de l'ouverture aux métiers et aux études possibles, mais nous sommes encore à un moment trop parcellaire. Et donc, en tant que collectivité locale, je crois que notre rôle est de pouvoir ouvrir ces horizons et permettre les rencontres à celles et ceux qui ne sont pas dans des milieux où ils se font naturellement, par le stage avec les parents qui trouvent les stages, par la première alternance qu'il est de plus en plus difficile de trouver dans l'entreprise quand on est un jeune, par le fait qu'on sache qu'il y a des études qui existent. Et donc, notre rôle est de mêler les publics et de donner les opportunités. Et je crois que c'est le plus difficile, mais c'est aussi là où les collectivités sont le plus utiles. Othman Nasrou, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Comment est-ce qu'il faut s'adresser aux jeunes quand on est un responsable public ? D'abord, merci beaucoup de votre invitation et merci d'intéresser les jeunes à la question politique, et ce temps d'échange est précieux. Je suis très sensible au message audio qu'on a entendu qui disait en quelque sorte que les jeunes ne sont pas à part de la société, que la jeunesse n'est pas un continent à part qu'il faut traiter de manière totalement distincte. Moi, je n'aime pas cette segmentation, cette forme qu'on a parfois de marketing électoral qui consiste à s'adresser à des publics différents avec à chaque fois des réponses totalement différentes. Bien sûr qu'il y a des problématiques spécifiques.
On parlait à l'instant de l'insertion professionnelle, de l'accès au logement. Moi, j'ai été vice-président de la région Île-de-France en charge notamment de la jeunesse et de l'enseignement supérieur il y a encore quelques mois. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas des problématiques spécifiques, mais le prisme par lequel on les prend ne peut pas être un prisme qui ne concerne que les jeunes, qui au contraire doivent être partie intégrante de toute la société. Je vous donne un exemple, quitte à mettre les pieds dans le plat, mais sur des questions très concrètes. Nous, à la région Île-de-France, avec la présidente de la région Valérie Pécresse, on a refusé la mise en place d'un RSA jeune. Voilà, bon, je l'assume pleinement parce que notre vision était de considérer que nos jeunes ont le droit aussi à une formation qualifiante et n'ont pas forcément vocation à considérer qu'ils n'ont aucun chemin de réussite. Et donc nous avons mis en place, en lieu et place de ce RSA jeune, qui est un objet de débat public, on peut en débattre, il n'y a pas de débat infamant, mais nous avons considéré que nous allions plutôt financer des formations professionnelles qualifiantes, notamment pour des métiers qui recrutent aujourd'hui, et y compris verser une aide à tous les jeunes qui vont dans ces formations-là. Une aide qui peut aller jusqu'à 6 000 €. Donc voilà un exemple d'une problématique qui concerne avant tout les jeunes, parce qu'aujourd'hui l'accès notamment au premier emploi est un sujet extrêmement important en France, mais pas seulement en France, pour nos jeunes. Mais je pourrais multiplier les exemples sur l'aide au permis de conduire. Nous préférons encore une fois permettre aux jeunes d'accéder à un permis de conduire, parce que c'est un frein aujourd'hui à la mobilité et à l'insertion professionnelle, plutôt que de verser une aide inconditionnelle qui consiste finalement à penser que nos jeunes ne peuvent pas réussir. Bien sûr qu'il y a un sujet d'égalité des chances, ça a été évoqué, bien sûr qu'il y a beaucoup de chemin de progrès à faire, mais vous voyez que c'est un sujet qui se pose finalement dans des termes de valeurs identiques à d'autres problématiques. Jean-Louis Bourlange, j'aimerais vous entendre sur cette question. Comment est-ce que vous pensez que les jeunes doivent interagir avec le politique, avec les politiques ? Oui, moi je suis de ceux qui pensent... mon petit-fils, qui a 16 ans, est toujours agacé par le fait d'entendre des gens qui disent « en tant que jeune, Il dit « je ne suis pas en tant que jeune, je suis jeune, bien sûr, mais je suis un jeune Français, je participe de la société française avec des problèmes spécifiques qui sont des problèmes d'éducation, de formation, des problèmes d'engagement dans la vie adulte, avec tout ce que ça comporte de culturel, de physiologique, de social, très compliqué. Donc il ne s'agit pas de nier qu'il y ait des problèmes particuliers à la jeunesse, mais ce qu'il ressent et ce qu'il me dit, c'est qu'il ne sent pas ce qu'est exactement le projet global de la société. Je pense que la crise est beaucoup plus profonde qu'une crise catégorielle, et que si nous y répondons, quand on répond à des demandes catégorielles par des satisfactions catégorielles, ce qui évidemment est nécessaire, mais si on accumule tout ça, qu'est-ce que ça produit ? Ça produit du déficit budgétaire, c'est-à-dire ça produit une série d'impossibilités de répondre vraiment à un débat qui n'est pas posé dans sa signification. Moi, je crois que la société française est profondément malade. Elle est profondément malade de problèmes de solidarité à tous les niveaux, de solidarité intergénérationnelle, assurément, de solidarité sociale, de représentation, un échec profond des formes de représentation collective, que ce soit les syndicats, les syndicats, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire pour un jeune. Vous aviez des gens... Prenons la CGT à la grande époque des années 50, des 30 glorieuses, il y avait une espèce d'aristocratie de la classe ouvrière qui tirait l'ensemble d'une classe vers l'avenir. Même chose dans les syndicalismes agricoles. Il y avait des relais, il y avait trois clergés en France. Il y avait le clergé communiste, il y avait le clergé catholique et il y avait le clergé républicain. Les hussards noirs, etc. Et chacun était des médiateurs. C'était des gens qui enseignaient, qui transmettaient et qui assumaient les besoins d'un certain nombre de gens. Et tout combat politique était un combat qui était relié à quelque chose, à une vision collective de ce que devait être la nation, l'Europe, le monde. On se battait, c'était dur, les affrontements politiques et sociaux dans les années 50 et dans les années 60 et dans les années 70, mais c'était des combats qui étaient chargés de signification. Ici, pour des raisons très profondes,
très très profondes qui tiennent à la mutation technologique, à l'effondrement des sentiments religieux, à la transformation des conditions de production et donc l'effondrement de la classe ouvrière dans ses formes traditionnelles, l'accélération des changements techniques qui fait que les parents ne sont plus dépositaires d'un message à transmettre, mais c'est plutôt les enfants, les jeunes, qui savent des choses que les parents ne savent plus. Tout ça provoque un individualisme tout à fait impressionnant et extrêmement grave. Et on a remplacé, par exemple, à gauche, on a remplacé une gauche de justice par une gauche de ressentiment. À droite, on a remplacé une droite de fidélité par une droite de crainte. Et au centre, on a remplacé un centre de modération par un centre de compromis. Tout ça fait que le système global ne permet pas aux gens de se reconnaître sur un territoire, dans une société, dans un espace commun. Et les hommes et les femmes politiques sont face à cela dans une situation de très très grand dénuement. Alors évidemment, ils veulent être élus, donc ils font ce qu'il faut pour séduire leurs électeurs. Ils veulent rendre service, donc ils font ce qu'il faut pour rendre service à leurs électeurs et répondre à leurs attentes. Mais ce sont des prophètes isolés, séparés, fragmentés et non reconnus comme tels. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de très très profond, très très grave, et qui ne relève pas, à mon avis, de solutions à court terme, qui relèvent d'une modification très profonde, notamment, et qui passe, moi je maintiens, je suis un ancien prof, j'ai fait après l'école d'administration, mais mon vieux fond, c'est fondamentalement un fond d'enseignant, et je dis que c'est quand même par l'école, par le collège, par le lycée, par la formation permanente, par les liens qu'on doit réapprendre une société globale. Mais il faut que nous réapprenions à vivre en société et à savoir que nous ne sommes pas parmi seuls contre tous et roi de l'individu roi, que nous sommes essentiellement, nous appartenons à une collectivité qui a, comme vous le disiez tout à l'heure, des valeurs extrêmement précieuses à défendre, valeurs qui sont contestées, y compris en Europe. On l'a bien vu, regardez les élections récentes en Pologne, des valeurs qui sont contestées partout, qui sont contestées à l'Est avec Poutine, qui sont contestées à l'Ouest avec Trump, qui sont contestées partout, chez nous aussi, et nous devons effectivement réapprendre ce travail de partage collectif autour des valeurs qui ont été celles qui ont guidé nos sociétés européennes après l'horreur des secondes guerres mondiales et que nous ne devons pas oublier parce que c'est seulement sur ces valeurs qu'on pourra fonder une démocratie respectueuse de chacun et où chacun sera conscient d'appartenir à un ensemble solidaire. Alors j'ai pas de recette. Pas de recette, mais je ressens le problème de façon comme un problème tout à fait fondamental. Peut-être que les jeunes ont des recettes et ils nous les partageront dans quelques instants, mais avant ça, Mélanie Vogel, est-ce que vous partagez ce constat grave ? Alors, je ne partage pas 100% de tout ce qui a été dit avant moi. Je voulais d'abord rassurer Othman Nasrou sur le RSA jeune, qui n'est pas une alternative à un parcours de réussite, mais bien un instrument de solidarité qui permet de sortir de la précarité les jeunes lorsqu'ils ou elles en ont besoin. Et on sait que la précarité est un des freins essentiels à l'accession à la réussite. Il y a d'autres moyens aussi, mais celui-là en est un efficace. Alors, la question, c'est comment on s'adresse aux jeunes. Il y a une première chose que je voudrais dire, c'est comment il ne faut pas s'adresser aux jeunes, à mon avis. On a toujours eu, de la part des politiques en place, un discours sur la jeunesse en général, assez similaire en fait au fil des générations. C'est-à-dire qu'on entend toujours que les jeunes d'aujourd'hui... c'est vraiment n'importe quoi, il n'y a plus d'autorité. Voilà. On a toujours entendu ça. Et en fait, les discours qu'on entend aujourd'hui sur la jeunesse, qui ont justifié récemment l'adoption d'une proposition de loi sur la justice pénale des mineurs, sont en fait des discours qu'on a toujours entendus, qui consistent à expliquer que la jeunesse d'aujourd'hui est toujours plus violente, plus délinquante, etc., que la jeunesse d'avant. Je voulais juste dire que c'était faux.
C'est attesté par aucun chiffre, plutôt au contraire. Et donc ça, je pense que c'est la manière dont il ne faut pas s'adresser aux jeunes. Alors après, sur la spécificité, je pense, de la jeunesse, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que il y a quand même une spécificité de la jeunesse d'aujourd'hui, de la génération aujourd'hui qu'on peut appeler jeune, dont je ne fais plus partie. C'est que c'est sans doute la première génération qui est confrontée à un défi existentiel qui est l'absence de certitude de pouvoir dérouler sa vie d'une manière non pas meilleure, mais peut-être aussi bonne que la génération précédente. La crise climatique percute la jeunesse fortement, puisque la jeunesse est par définition le groupe social qui a le moins contribué à la crise, qui va en souffrir le plus et à qui on demande au final les sacrifices les plus importants. Et donc je pense que les forces politiques qui n'ont pas de discours crédible sur la résolution juste de la crise climatique sont disqualifiées au fond pour parler à la jeunesse. Et juste une dernière chose, beaucoup de choses ont été dites sur les discours catégoriels, etc., dans lesquels je me reconnais en partie. Les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés aujourd'hui sont des problèmes issus de choix politiques généraux. Le désinvestissement dans la santé, dans le logement, dans les aides sociales, etc., par définition, affectent les jeunes qui sont des publics plus vulnérables, mais parce que ce sont des choix politiques généraux. Michel Ménard, je crois que vous vouliez intervenir rapidement, et ensuite il y aura des questions de la salle. Oui, sur deux points, sur le RSA jeune ou revenu jeune, d'une part, pour répondre à mon voisin, et puis sur les solidarités d'une façon générale. Il se trouve qu'en Loire-Atlantique, nous avons mis en place ce que nous appelons le revenu jeune. Certains appellent ça le RSA jeune, c'est pas tout à fait identique, mais c'est un revenu pour des jeunes entre 18 et 25 ans qui sont sans soutien familial et sans revenu. Parce que quand on n'a pas de revenu et qu'on n'a pas de soutien familial, eh bien, on est en grande précarité et le risque peut arriver. Et oui, le pire peut arriver. Quand on n'a plus de quoi se nourrir, quand on n'a plus de quoi se loger, eh bien, c'est un problème majeur. Eh bien, ce revenu jeune a permis de venir en soutien à plus de 1000 jeunes actuellement, 1200 jeunes à peu près en Loire-Atlantique depuis 2 ans. Et ça a permis souvent une transition vers d'autres dispositifs. Je pense au contrat d'engagement jeune, je pense aux bourses étudiants. Et parce qu'ils sont venus dans les missions locales, ils ont rencontré des travailleurs sociaux qui leur ont fait connaître leurs droits, parce que parfois des jeunes n'accèdent pas à leurs droits tout simplement, et d'autres ont bénéficié de ce revenu jeune, ce qui leur a permis de suivre une formation, de finir une formation, parce qu'il ne suffit pas que la région finance une formation, il faut aussi que le jeune puisse manger, se loger, se déplacer. Oui, certaines formations sont rémunérées, mais pas toutes. C'est fantastique si en Ile-de-France vous réglez tous les problèmes des jeunes, mais moi je ne crois pas. Et donc ce revenu jeune est utile et nous avons plein d'exemples de jeunes qui, grâce à ce revenu jeune, qui est également mis en place dans la métropole de Lyon, qui va être mis en place en Meurthe-et-Moselle, apportent des réponses. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir rapidement, ce sont les solidarités. Ça a déjà été un peu abordé, mais autrefois les solidarités familiales, syndicales, religieuses étaient sans doute plus importantes que maintenant. D'ailleurs, si je prends l'exemple des personnes âgées, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, il y a 3-4 générations, les gens n'allaient pas dans des maisons de retraite, ils restaient dans leur famille. Et donc les solidarités publiques ont pris en partie le relais de ces solidarités catégorielles. Et donc, il faut des moyens en face pour assurer ces solidarités, parce que ce sont d'abord les plus fragiles qui sont en difficulté. Et les jeunes en font partie. 25% des jeunes sont en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, il nous faut aussi, nous, les responsables politiques, publics, apporter des réponses, parce qu'il y a un enjeu majeur, c'est la santé mentale. Quand des jeunes n'ont pas une vision claire de leur avenir, sont en précarité sociale, eh bien, il y a de l'inquiétude et parfois des répercussions sur la santé mentale des jeunes.
Merci beaucoup à tous les trois. Othman Nasrou, vous voulez intervenir rapidement ou pas? Parce que vous avez été contesté par deux intervenants. Oui, je voulais réagir parce que je trouve l'échange qu'on est en train d'avoir extrêmement intéressant. Il n'y a pas d'un côté des gens qui aiment les jeunes et d'autres qui ne les aiment pas. On a des divergences, oui, mais vous voyez, c'est ce que je veux dire, parce que vous avez une mesure d'aide qui concerne quelques centaines de jeunes dans l'ensemble de votre département, et c'est très bien pour ces jeunes-là, mais penser qu'on va régler le problème de la jeunesse par une aide de ce type-là, je maintiens que ça ne marche pas. Voilà, et c'est normal parce que vous n'avez pas la surface budgétaire pour accompagner de la même manière l'ensemble des jeunes qui en ont besoin. Simplement, voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on sorte, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Louis Bourlange, de cette idée qu'il faut traiter de manière catégorielle les uns et les autres, et je maintiens qu'encore une fois, mettre les jeunes dans une filière qualifiante et les rémunérer pour qu'ils puissent suivre cette formation professionnelle sans entrave, sans déterminisme, uniquement sur la base du mérite, je pense que c'est effectivement un marqueur qui est important d'un débat politique moderne et qui ne veut pas dire que d'un côté il y en a qui aiment les jeunes et d'autres qui ne veulent pas les aider. Merci beaucoup à tous les intervenants pour cette première prise de parole, si je puis dire. Ça va être à vous, chers amis. Vous pouvez lever la main, il y a un micro qui va circuler et je vais laisser la personne qui porte le micro donner le micro. Merci beaucoup. J'avais une question. Comment vous comptez encourager les jeunes à reprendre des études quand ils ont une phobie scolaire, quand ils n'ont pas de toit sur la tête, ou alors quand ils ne sont pas capables de suivre des études, que ce soit un apprentissage ou même une formation de base, une formation en contrôle continu? Il y a plein de jeunes qui ne sont pas capables de faire ça. C'est pour ça qu'il y a les services civiques, c'est pour ça qu'il y a le contrat d'engagement jeune à la mission locale. Si les jeunes ont besoin d'un accompagnement particulier, certes, il ne faut pas les catégoriser et les laisser dans leur coin, mais il faut quand même les accompagner. Et ce n'est pas en leur donnant une formation. Certains jeunes ont une formation déjà et ils ont quand même besoin d'un accompagnement différent. L'accès aux soins pour les jeunes aussi. Et l'accès à leurs droits. Parce que les droits au logement, on ne les connaît pas forcément. Les droits d'accès aux soins, les droits d'accès à des formations, les droits d'accès pour voyager, pour se renseigner et pour changer d'orientation professionnelle. C'est pour ça qu'on a les missions locales, mais juste donner de l'argent aux jeunes, ça ne va pas les aider, en fait. Ça ne les responsabilise pas. Et ça ne les accompagne pas non plus à changer leur projet d'avenir. Et oui, on a des projets, et je comprends que ça vous inquiète, les projets des jeunes, mais on est soutenu par Unicité, on est soutenu par les missions locales, et il y a plein de jeunes qui ont d'autres projets. Par exemple, il y a des maisons, il y a pour des projets environnementaux ou pour des forums d'économie solidaire et sociale. Des jeunes ont des projets et ils sont juste entendus par d'autres personnes que vous. Alors, qui veut répondre à cette question? Comment on fait? Hélène Geoffroy. Oui, je veux répondre parce que j'ai compris que vous me répondiez sur la question des projets. Je pense que nous avons un malentendu sur ce que j'ai dit et donc je vais le repréciser. J'ai dit que de façon globale, les adultes se méfient de projets confiés entièrement aux jeunes parce que les temporalités, les responsabilités qu'on donne à des jeunes lorsqu'ils portent un projet entièrement sont importantes. Et j'ai donné justement l'exemple contraire en disant que dans la ville dont j'ai la chance d'être maire, nous avons fait le choix délibéré de laisser à des jeunes des gestions entières de locaux en leur donnant la responsabilité associative et de mettre en place des projets, des actions qui suivent de bout en bout avec des financements. Ce n'est pas forcément simple parce que les jeunes en responsabilité se retrouvent comme des élus, en but aux autres membres de leur association qui posent des questions sur l'usage des financements, sur ce qu'ils font ou ce qu'ils ont promis de faire ou qu'ils ont pris comme engagement et qu'ils n'arrivent pas à faire. Et donc c'est un exercice de réflexion qui est important et évidemment qu'on accompagne, on laisse personne en difficulté. Et donc la question est de savoir jusqu'où nous sommes prêts à faire confiance, celles et ceux qui sont plus âgés, et jusqu'où les jeunes sont aussi prêts à faire confiance aux adultes quand les responsabilités leur sont confiées. En fait, c'est un exercice qui doit être réciproque et qui n'est pas simple parce que les jeunes, nous les voyons toujours comme des enfants dont on se dit sont-ils assez adultes pour faire telle et telle chose, et tout le monde a ça dans son inconscient, en tout cas quand il a été parent ou quand il a eu des jeunes et qu'il a vieilli lui-même. Et de l'autre côté, les jeunes sont dans une méfiance naturelle vis-à-vis des institutions où les élus ou les personnes en responsabilité doivent toujours prouver finalement
qu'elles sont capables de répondre. Il y a plein de Saint Thomas chez les jeunes, vous savez, ceux qui pour croire doivent voir, si vous permettez cette expression absolument pas laïque, mais c'est le principe en général et donc on doit démontrer. Et on est rentré dans une logique de la politique par la preuve qui est encore plus importante chez tous les citoyens, mais qu'il est encore plus peut-être chez les jeunes qui pourtant n'ont pas encore eu le temps d'être déçus, mais qui doutent quand même avant de commencer l'action. Mais nous avons une obligation de donner confiance parce que les institutions et notre démocratie a besoin que vous la fortifiez aussi par votre action. Et donc l'accompagnement dont on parle, le débat il s'est nourri, c'est le débat classique que l'on a, savoir jusqu'où on accompagne un jeune et par quels moyens. Là où les missions locales ont compris quelque chose, j'étais très longtemps présidente de missions locales, ce qui a été compris, c'est que si nous n'accompagnons pas un jeune dans toutes les dimensions de sa vie quotidienne, parce que parfois l'éducation première de ses parents ne l'a pas permis, ou parce qu'il a été en rupture avec sa famille, alors nous ne sommes pas capables, alors nous, comment dirais-je, nous ratons quelque chose de l'accompagnement d'un jeune si nous ne traitons pas les questions d'accès aux soins, d'accès au logement, de questions affectives, de tout ce qui concerne une vie d'un citoyen en construction. Et le moment dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans lequel nous sommes, qu'évoquait Jean-Luc Burlange, de délitement des grandes idéologies. Parce que là, on pourrait faire un débat politique partisan. Parce qu'il y a plusieurs étiquettes politiques représentées, mais ça a failli commencer. Mais nous n'allons peut-être, comme c'est pas l'objectif, on va pas le faire. Mais la question est de se dire, qu'est-ce qui à la jeunesse donne envie de se battre pour des idées? En fait, c'est ça le sujet supplémentaire. On a la question du quotidien qu'il faut régler, c'est le rôle des élus. Mais nous avons une dimension supplémentaire à donner en tant qu'élus et personnes engagées dans des familles politiques ou pas, en tout cas engagées politiquement, parce qu'à un moment aussi, on s'est tous engagés parce qu'on veut changer le monde. C'est le point commun qu'on peut tous avoir. Comment on donne envie aux plus jeunes de continuer à avoir envie de changer le monde et de se dire que c'est possible. Alors, et ça, c'est notre transmission supplémentaire qu'on doit donner aux côtés du quotidien. Et on continue les amis avec une nouvelle question de la salle. Allez-y, à gauche là-bas. Bonjour, j'ai une question. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les projets futurs pour les enfants qui n'ont pas de parents ou qui ont des difficultés scolaires ou voilà. Merci pour cette question. Donc la question de la protection de l'enfance. Qu'est-ce que vous comptez faire pour la protection de l'enfance? Michel Ménard, peut-être? Ouais, je veux bien en quelques mots. Les départements, moi je préside le département de Loire-Atlantique, ont la responsabilité de la protection de l'enfance. Et donc les enfants qui n'ont pas de parents sont confiés au département et après il y a différentes solutions possibles. Les enfants qui n'ont pas de parents peuvent être confiés à un autre membre de la famille, un oncle, une tante, les grands-parents. Ils peuvent être confiés à une famille d'accueil. Ils peuvent être accueillis dans des maisons d'enfants à caractère social, donc des structures plus collectives. Il y a différentes solutions pour les accompagner, pour qu'ils deviennent des jeunes citoyens, adultes, formés. Et donc, évidemment, ces enfants sont souvent plus fragiles et donc ils ont aussi besoin d'un accompagnement renforcé, de rencontrer des personnes qui travaillent dans le domaine médical, des psychologues. Mais c'est un enjeu extrêmement important. Tu as raison de te soucier de ces enfants qui rencontrent plus de difficultés que d'autres enfants dès leur plus jeune âge. Merci beaucoup. Une autre question? Il y a des mains qui se lèvent un peu partout. Ici, à votre droite. J'avais une question en fait parce que Madame Geoffroy, vous avez parlé tout à l'heure d'offrir des opportunités aux alternants et je suis assez d'accord avec vous parce que je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui ne bénéficient par exemple pas de la bourse et dont les parents gagnent soi-disant trop d'argent pour toucher ce genre d'aide, mais qui pour autant ne peuvent pas aider à financer que ce soit le logement, les repas, ce genre de choses. Et donc, j'aimerais savoir précisément quelles opportunités vous proposeriez d'apporter à ces jeunes qui, justement, ont vraiment besoin de l'alternance pour subvenir à leurs besoins. Merci. Mais j'ai une question pour
Merci beaucoup pour votre question. Qui est-ce qui souhaite y répondre autour de la table? Mais vous pouvez commencer, Hélène Geoffroy, allez-y. Non, on a plusieurs sujets sur la... Je vais essayer d'être rapide. Ça ne peut être que l'alliance de plusieurs collectivités locales pour le faire. J'ai eu, en tant que dans ma ville, nous avons mis en place ce que nous avons appelé par exemple des bourses mobilité pour permettre de compléter des financements pour partir à l'étranger pour des jeunes dont les familles peuvent avoir un revenu. Ma ville, les revenus de toute façon sont modestes, c'est une ville populaire. Mais malgré tout, d'avoir un complément pour que dans notre volonté d'égalité maximale, les jeunes ne soient pas freinés dans un parcours professionnel, par exemple, ou d'apprentissage ou d'études, bien qu'il existe déjà des choses. On sait que parfois qu'il manque le dernier coup de pouce, et c'est celui-là que je pense que les collectivités locales comme les villes peuvent apporter. Ensuite, il y a un grand chantier à lancer avec le monde économique sur cette question de l'alternance, qui est demandée, réclamée, mais dont on voit bien la difficulté de mise en œuvre, notamment pour les jeunes venus des familles les plus modestes ou des quartiers populaires, parce que beaucoup se fait encore par cooptation, et il faut que, même si on ne le dit pas, et il faut trouver les moyens, et il faut donc aujourd'hui, parce que la puissance publique peut mettre en place... soit par les aides, soit par l'ouverture et les liens et les réseaux, peut mettre en place pour que chacun ait accès à l'alternance. Et puis, j'aurai d'autres occasions peut-être pour approfondir. Merci beaucoup, Hélène Geoffroy. J'ai une question, moi, pour Jean-Louis Bourlange, en ce qui concerne l'engagement des jeunes. Quand les jeunes s'engagent en politique, c'est parfois, voire même souvent, sur des questions internationales, notamment des crises humanitaires graves, comme celle de Gaza actuellement. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, cette envie d'international dans l'engagement des jeunes, dans le primo-accès à la politique? C'est une preuve de lucidité, parce que les problèmes fondamentaux qui sont les nôtres ont tous une dimension géopolitique internationale massive, que ce soit le problème de la santé économique, avec la concurrence de plus en plus, regardez ce qui se passe avec les droits de douane aux Américains, ce qui se passe avec les Chinois, que ce soit sur le plan des valeurs, effectivement, ce qui se passe à Gaza est pour beaucoup d'entre nous quelque chose d'absolument inacceptable, que ce soit sur le plan démographique, que ce soit sur le plan climatique. Tous les enjeux sont internationaux. Donc moi, je crois que c'est tout à fait légitime et réconfortant qu'une jeunesse qui est certainement beaucoup plus formée encore à la réalité internationale que l'était la génération précédente et la génération d'avant, soit préoccupée. Mais moi, ce que je voudrais, je vous écoute avec beaucoup d'attention et je trouve que vos interventions sont très intéressantes. Elles expriment chaque fois une inquiétude sur une injustice, sur une incapacité à résoudre un problème, sur le fait que des jeunes désargentés ne peuvent pas accéder aux études, etc., etc. Et je crois que tous ces problèmes sont parfaitement légitimes. Mais je pense que le sujet qui nous est posé, c'est le rapport, c'est pas le programme politique, c'est pas le programme social, c'est le rapport que nous avons à la politique. Alors moi, je voudrais vous dire une chose, c'est peut-être pas très populaire, mais je suis un vieux con, et j'ai fini ma carrière politique, j'ai mis un terme volontairement en ne me représentant pas aux dernières élections, et je crois que ce qui me paraît essentiel, c'est qu'on ne peut pas aborder les questions politiques sans poser les problèmes centraux. Je ne suis pas exhaustif, mais je pense qu'il y a 4 problèmes centraux dans ce pays. Le problème géopolitique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est notre pays par rapport à l'Europe, par rapport au reste du monde, comment allons-nous survivre, comment allons-nous rayonner, comment allons-nous protéger nos intérêts, nos moyens, notre croissance dans un ensemble qui est extrêmement dangereux. Ça implique une réflexion stratégique. Ça n'implique pas simplement une revendication, c'est bien, c'est mal. Ça implique une revendication stratégique. Même chose sur l'écologie, sur le climat.
Je crois que les jeunes sont évidemment beaucoup plus porteurs que les générations présentes de l'inquiétude sur le climat. Mais là aussi, ça implique, au-delà des mesures prises ici et là, ça implique une réflexion stratégique sur le rôle de la France, le rôle de l'Europe, la déclinaison par rapport au reste du monde, quelle est la voie réaliste et ambitieuse que l'on peut suivre. Troisièmement, alors à l'intérieur de nos sociétés, le déficit budgétaire. C'est pas rien le déficit budgétaire, et c'est pas technique. Le déficit budgétaire, c'est l'expression d'un dissensus dans une société. Ça veut dire que tout le monde veut des choses et que personne ne veut payer à mesure. Bon, quelle est l'idée que nous nous faisons des devoirs et des droits de chacun sur le plan budgétaire? Ça implique qu'on prenne en compte l'autre. L'autre qui produit, même si c'est M. Arnaud, par exemple, qui a mauvaise presse, et on comprend pourquoi, même s'il est très, très, très brillant, que ça implique la prise en compte des besoins que vous exprimez, mais ça implique une réflexion globale, et pas simplement une réflexion catégorielle. Voilà, je donne ces exemples. La compétitivité économique, c'est le 4e domaine. Comment pouvons-nous il y a des rapports, le rapport Draghi, des choses, etc. Mais c'est par là qu'on rentre dans la politique. On le rentre, évidemment, l'expérience politique, elle est locale, elle est quotidienne, elle est la rencontre des souffrances, des besoins, mais la solution politique, elle passe par un effort de réflexion globale, stratégique, sur ce que nous sommes en tant que Français dans un monde qui est un monde tel qu'il est et dans lequel il faut reconnaître que nous avons des difficultés à nous défendre et à défendre nos valeurs, nos intérêts, comme nous le souhaiterions et comme nous l'avons fait dans un passé récent. Donc c'est cet appel à la réflexion globale que je veux donner, car vos revendications légitimes, elles ne trouveront pas une issue correcte si vous ne posez pas les problèmes dans leur globalité. Merci Jean-Louis Bourlange. Une question assez similaire pour Mélanie Vogel. On a parlé tout à l'heure de l'effondrement des grandes idéologies du XXe siècle qui structuraient la pensée et parfois la société. Pourtant, il y a une cause qui unit beaucoup de jeunes, c'est la cause climatique, c'est la cause environnementale. C'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien. C'est parce que si on s'attaque pas à la crise climatique, eh bien la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas d'avenir. Et quand on parlait des grandes confrontations idéologiques, je pense que quand on observe un peu ce qui se passe dans le monde, pas que au niveau européen, on constate assez facilement qu'il y a aujourd'hui une convergence des forces réactionnaires qui luttent, et ce n'est pas une coïncidence, c'est pas par hasard, qui luttent de manière conjointe contre les politiques climatiques, contre les politiques d'égalité, que ce soit d'égalité sociale, d'égalité des genres, etc., et contre les libertés publiques, l'état de droit. Et face à ça, nous devons, je dis nous, celles et ceux qui croient en la démocratie, en la justice climatique, en la justice sociale, répondre par un front pro-climat, pro-droit, pro-démocratie à cet international réactionnaire qui se construit. Et oui, la question climatique a été parfois, au cours de l'histoire, le grand espace de rassemblement des luttes politiques des jeunes. D'ailleurs, en 2019, ce sont les jeunes qui ont, au niveau européen, propulsé ce qu'on a appelé la vague verte, qui a entraîné au Parlement européen la constitution d'une majorité en faveur de ce qu'on a appelé le pacte vert européen, et qui a amorcé, même si pour les écologistes on a toujours considéré que ça devait aller plus loin, plus vite, etc., mais malgré tout, c'est la jeunesse, en 2019, qui a permis qu'au niveau européen, on commence une transition écologique du continent. Depuis, nous sommes malheureusement dans un moment où une partie des politiques, je suis désolée de le dire, voilà, mais on trahit cette demande. Nous avons vu, pour celles et ceux qui s'intéressent à ce qui se passe au niveau national depuis une dizaine de jours, non pas un arrêt de la progression en faveur du climat, mais bien des reculs, la loi du plomb, la réautorisation des néonicotinoïdes, la suppression des ZFE, le ZAN, on apprend qu'on va supprimer la prime rénov', etc. Donc on est en train de reculer au niveau français sur la question écologique, et pas qu'au niveau français.
et de manière systématique, quand ça arrive, grâce à des alliances entre, on va dire, la droite, le centre-droit, enfin ça dépend comment les appels sont les pays, et l'extrême droite. Et je pense que c'est un sujet existentiel pour chacune et chacun, mais en particulier pour les jeunes d'aujourd'hui, et que face à cet enjeu qui ne doit pas nous dépasser, il n'y a pas d'autre remède que l'action. On dit beaucoup qu'il y a aujourd'hui dans la jeunesse de l'éco-anxiété. Moi, je suis convaincue que oui, c'est vrai, il y a de l'éco-anxiété, mais que l'éco-anxiété, c'est pas l'inquiétude face à la crise climatique. Je pense que l'éco-anxiété, c'est l'angoisse face à l'inaction climatique. Et l'inaction climatique, il y a une réponse, une alternative, c'est l'action climatique, par exemple, en s'engageant et en votant. Une dernière question peut-être, il nous reste 5 minutes, je pense qu'on a le temps de prendre une dernière question ici. Merci beaucoup. Il y en a deux ? Ah bah si, il y en a deux. Hein. Pour revenir à la question de la protection de l'enfance, moi j'aimerais pointer du doigt quelque chose. Vous dites vouloir vous adresser à la jeunesse, mais c'est aussi à nous de venir vers vous. Et pour qu'on vienne vers vous, il faut nous inclure tous. C'est-à-dire qu'il faut inclure aussi les enfants qui sont aussi placés à l'ASE, par exemple. Les enfants qui sont aussi SDF, parce qu'eux aussi sont l'avenir de la France. Ils font tous partie de la jeunesse. Et c'est grave quand même que beaucoup les oublient dans leur combat. Comme par exemple, il y a des enfants qui sont donc maltraités dans leur famille d'accueil ou même directement au sein de l'ASE. Il y a aussi énormément de jeunes filles qui étaient justement placées, donc exclues entre guillemets de la société, qui se retrouvent dans des réseaux de proxénétisme. Et ça, on n'en parle pas. Et le fait de laisser ces enfants en fait à l'écart, c'est quand même assez problématique. Et encore aujourd'hui, j'ai pas vu énormément de gens en parler et même mettre en place des choses pour pouvoir protéger ces enfants-là qui sont non scolarisés. Quelle est votre question ? Donc ma question c'est qu'est-ce qu'on en fait du coup de ces enfants-là ? D'accord, merci beaucoup. Alors qui veut répondre sur les enfants les plus exclus, les enfants placés à l'ASE par exemple ? Qui veut répondre ? Monsieur le Président du Conseil départemental ? On va reprendre le micro. Oui, je ne sais pas de quel département vous êtes. Comment ? Seine-et-Marne. D'accord, très bien. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les départements qui ont la compétence sur la protection de l'enfance sont en difficulté financière pour répondre à tous les besoins. Mais moi, je vais vous dire, en Loire-Atlantique, parce que je ne connais pas la situation de la Seine-et-Marne, en Loire-Atlantique, nous consacrons 1 euro sur 5 à la protection de l'enfance. Sur l'ensemble de notre budget d'1,5 milliard, c'est 1 euro sur 5 qui va à la protection de l'enfance. C'est plus de 50% d'augmentation du budget entre 2021 et 2025. Je ne vais pas faire d'autres chiffres parce que c'est compliqué, mais ça montre que c'est pris en compte. Malheureusement, alors je vais commencer par heureusement, beaucoup d'enfants qui sont confiés à la protection de l'enfance sont bien accueillis, pris en charge par des familles d'accueil qui font bien leur travail, par les éducateurs dans les foyers, les MEX. Et il y a aussi des enfants qui ne sont pas mis à l'abri suffisamment tôt, parfois. Tu as raison de dire qu'il y a des jeunes qui sont entraînés dans des réseaux de proxénétisme. Nous, en Loire-Atlantique, nous avons un dispositif pour lutter contre cette prostitution des jeunes, d'une façon générale, et des jeunes mineurs, mais aussi de la protection de l'enfance, y compris en faisant en sorte que ces jeunes aillent dans un autre département pour ne plus être soumis au réseau de proxénètes qui peut les faire travailler, si je peux utiliser ce terme, qui les exploite. Et donc c'est un enjeu permanent. Il faut beaucoup se battre sur ces questions, mais il y a beaucoup de gens qui s'en préoccupent quand même. Nous avons eu un rapport de la Défenseure des droits récemment sur ce sujet. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui a rendu ses conclusions sur cette question. Je pense que beaucoup de gens se préoccupent de cette question. Après,
Il y a beaucoup de jeunes qui sont en difficulté et c'est comment on fait en sorte qu'aucun jeune ne soit laissé au bord du chemin, qu'on puisse trouver une solution pour chaque jeune. C'est un défi permanent, mais vous avez raison de vous mobiliser sur cette question parce que c'est une question fondamentale. Il ne peut pas y avoir de jeunes qui sont laissés au bord du chemin. Tous les jeunes doivent être pris en charge et doivent être accompagnés, et notamment sur les questions de santé mentale, parce qu'il y a un vrai problème de santé mentale et nous manquons de psychiatres dans ce pays, nous manquons de médecins pour accompagner ces jeunes, et c'est un enjeu que tout le monde doit relever. Alors les départements dans leur compétence protection de l'enfance, mais l'État qui a la compétence de la santé notamment. Othmane Nasrou pour un dernier mot. C'est justement sur cette question de la précarité, puisque je vois qu'il y a beaucoup d'interventions qui vont dans le même sens, et là aussi, je vais être très clair. Moi, j'ai été marqué par le souvenir d'un certain nombre d'opérations que nous avions organisées dans les campus universitaires de distribution alimentaire, juste après la crise sanitaire et après le confinement. Et j'avoue avoir été marqué, très franchement, par le nombre impressionnant de centaines de jeunes qui faisaient la queue des heures pour avoir effectivement droit à ces distributions alimentaires. Donc, ne croyez pas que nous ne nous rendons pas compte de cette situation-là. On parle de détresse psychologique, de santé mentale des jeunes. Alors c'est vrai, voilà, c'est typiquement un sujet qui est d'abord un sujet national, parce qu'on a un énorme problème de psychiatrie dans notre pays, mais nous avons un sujet particulier avec les jeunes, notamment depuis le Covid, où tous ces sujets-là ont explosé. Nous le voyons très bien et nous essayons d'y répondre. Et je vous dis même comme je le pense, j'ai parfois le sentiment qu'on vide la mer avec une petite cuillère, tellement le sujet est immense. Donc oui, je vais être très clair, bien sûr qu'il faut accompagner, bien sûr qu'il faut financer. Vous avez parlé des missions locales, nous sommes les principaux financeurs après l'État. Nous finançons aussi les écoles de la deuxième chance. Nous avons financé, je veux le dire aussi, on a été obligé de louer des hôtels entiers pour les réserver à des jeunes qui se retrouvaient à la rue. Ce que je vous dis simplement, c'est qu'il y a un moment où pour régler ces problèmes-là, il faut les régler de manière structurelle et qu'on ne peut pas simplement courir toujours derrière l'urgence. L'urgence sociale, elle existe, elle est réelle. La question, c'est comment on y répond. Et c'est là où il est bon d'avoir un débat politique qui est aussi fait de clivages, qui est aussi fait de divergences, parce qu'on peut ensuite diverger légitimement sur les solutions. Et c'est justement ça, la démocratie. Et pour conclure, je me permettrai de le dire en votre nom à tous, à vous les jeunes, engagez-vous, évidemment, on a besoin de vous, on vous attend dans toutes les structures d'engagement possibles et imaginables. C'est la fin de cette table ronde, merci beaucoup à vous d'y avoir participé, merci beaucoup.